Bonjour à tous, je suis Angela Nibgot, docteur en droit, avocate au barreau de Paris. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur un sujet d'actualité, culture du viol et stratégie de défense, retour sur les affaires des viols de Mazan et l'affaire P. Diddy. Je vous souhaite une très bonne lecture. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de la vidéo et à vous abonner. Bonne lecture. Le 17 mai 2024, Alex Fine, mari de la chanteuse et actrice Cassandra Ventura, plus connue sous le nom de Cassie, partageait sur Instagram une lettre ouverte poignante adressée à toutes les femmes et à tous les enfants. Ce message puissant dénonçait les violences faites aux femmes en ces termes. Men who hit women aren't men. Men who enable it and protect those people aren't men. Men who hurt women hate women. Ce message prend une dimension particulière car il provient du mari de Cassie. Cassie qui est une figure emblématique et centrale dans une affaire scandaleuse, médiatique, majeure aux États-Unis. En effet, plus tôt dans l'année 2024, des vidéos sont révélées dans les médias américains montrant P. Diddy, célèbre rappeur et producteur américain, milliardaire, traînant et frappant Cassie dans les couloirs d'un hôtel. Cette affaire, tout comme celle de Gisèle Pelicot, affaire dite des viols de Mazan, mettent en lumière la culture du viol et les stratégies de défense des agresseurs. Ces affaires révèlent en effet la continuité d'une même logique, celle de dissocier l'agresseur de son acte pour atténuer la gravité des violences sexuelles. Ce procédé nourrit la culture du viol en manipulant la perception des faits et en réduisant la responsabilité des agresseurs, souvent en minimisant la souffrance des victimes. Prenons l'exemple de l'affaire Gisèle Pelicot. Pendant plus de 10 ans, Gisèle Pelicot a été droguée sous substances chimiques par son mari et violée à plus de 200 reprises par des hommes invités par celui-ci. Plus de 50 violeurs ont été identifiés par la police et on estime qu'au total, plus de 80 hommes pourraient être impliqués. Ce scandale a été révélé après l'arrestation de son mari, arrêté pour avoir filmé des femmes dans un supermarché. Sur son ordinateur, la police trouvera des vidéos des viols de Gisèle Pelicot. En d'autres termes, c'est la police même qui va révéler à Madame Pelicot l'ampleur et la gravité des préjudices et traumatismes qu'elle a subis. La défense dans cette affaire a cherché à minimiser et cherche à minimiser les faits en insistant sur la répétition des actes comme si cela impliquait un consentement implicite de la victime. Ce mécanisme témoigne de la manière dont la culture du viol se manifeste en cherchant à dissocier l'agresseur de ses actes. Un écho historique à cette affaire est l'affaire Tonglet-Castaleno. L'affaire Tonglet-Castaleno est un exemple en effet marquant. En France, en 1974, 2 jeunes femmes belges furent violées par 3 hommes dans une calanque près de Marseille. Madame Tonglet et Madame Castaleno, parce qu'elles pratiquaient le naturisme et vivaient leur homosexualité de façon ouverte, leurs agresseurs ont nié le viol, affirmant que les victimes étaient consentantes en raison de leur mode de vie. Grâce à maître Gisèle Halimi, avocate des droits des femmes, cette affaire initialement correctionnalisée a été requalifiée en crime. Ce fut un tournant majeur pour la reconnaissance des violences sexuelles en France. Maître Halimi, également figure centrale du procès de Bobigny de 1972, défendit une jeune femme ayant avorté illégalement. Elle est une pionnière dans la lutte féministe pour la législation de l'avortement en France, qui a abouti justement à l'entrée en vigueur de la loi de 1975. Cette affaire souligne comment la perception des victimes peut être manipulée pour diluer la responsabilité des agresseurs. L'affaire P. Diddy montre une stratégie plus moderne de défense utilisée notamment par la voie des médias.
En effet, l'affaire P. Diddy illustre une forme plus contemporaine de dissociation. Elle se compose en 3 volets de communication en termes de stratégie de défense. Tout d'abord, tout commence avec la plainte portée par Madame Ventura, dit Cassie, contre le rappeur, chanteur, producteur, milliardaire, lorsqu'elle révèle les faits d'emprise, les faits d'agression sexuelle, de violence domestique qu'elle a subis pendant une dizaine d'années alors qu'elle vivait aux côtés du rappeur, qu'elle était donc la compagne du chanteur, rappeur, milliardaire. La première stratégie de défense qui sera alors développée est celle de nier les faits. En effet, médiatiquement, le chanteur, rappeur va intervenir à plusieurs reprises en se montrant comme une personne qui n'a aucune responsabilité et il ne va pas hésiter donc à utiliser la communication par ses propres médias, puisqu'il est milliardaire, pour essayer d'atténuer sa responsabilité ou jeter un flou sur la responsabilité vis-à-vis des allégations portées par Cassie. Ensuite, dans un second temps, il va développer une deuxième stratégie de défense suite à la révélation de la vidéo dans le hall d'hôtel où l'on voit Cassie se faire frapper à plusieurs reprises, traîner au sol par le rappeur alors vêtu d'une simple serviette de bain. La communication ici va changer. La stratégie de défense ne va plus être de nier les faits, mais de se dissocier des faits en invoquant notamment l'environnement toxique. En effet, P. Diddy adopte une stratégie de défense de beaucoup d'agresseurs en se prévalant comme le produit d'un environnement toxique. Il déclare avoir évolué dans une industrie où les comportements transgressifs étaient normalisés par le succès commercial. Ensuite, le troisième volet stratégique est d'aller chercher le sentiment de validation. Ce sentiment de validation implicite donné par l'industrie justement commerciale, donné par des décennies de récompenses, de soutien massif de ses fans, qui lui ont permis de croire qu'il pouvait se sentir légitime dans ses actions. En prenant cette position, il culpabilise indirectement son public, suggérant que son succès, construit grâce à leur soutien, les rend quelque part complices de ses agissements. En fait, le message implicite ici, c'est de dire si je tombe, vous tombez aussi. Et cette stratégie de dissociation entre l'artiste et l'homme permet à P. Diddy, comme d'autres agresseurs surtout très médiatiques, de maintenir une forme d'innocence publique tout en évitant de rendre compte de ses actes envers ses victimes. En France, il faut savoir que la législation est irriguée par 2 systèmes de responsabilité. D'une part, la responsabilité objective et d'autre part, la responsabilité subjective. S'agissant de la responsabilité objective, c'est simple. On s'intéresse aux faits, rien qu'aux faits. Prenons l'exemple de l'affaire P. Diddy. Il a frappé Cassie à multiples reprises à la tête, au ventre et l'a traînée au sol. Ce sont des actions concrètes, des agressions physiques, et on pourrait dire qu'il y a une personne qui a commis ces actes, l'auteur des faits, une victime qui a subi des préjudices corporels et moraux, et un lien de causalité directe entre les deux. C'est ça la responsabilité objective, des faits, des dommages, un auteur des faits, pas besoin de chercher plus loin. La responsabilité subjective, en revanche, va plus loin. Elle introduit dans cette équation l'état d'esprit de l'agresseur. Était-il capable de comprendre qu'il agressait une personne? Avait-il conscience des conséquences de ses actes? Parfois, on cherche même à savoir si la victime, par son consentement, n'a pas contribué à créer un état d'esprit chez l'agresseur qui expliquerait ses actes. Et c'est là que la responsabilité subjective devient un terrain glissant, où l'on peut introduire toutes sortes d'arguments pour excuser ou atténuer les faits. Et c'est ce qu'on voit dans les affaires de violences sexistes et sexuelles. La culture du viol dans la société française rend cette subjectivité dangereuse, car elle peut facilement détourner l'attention des actes concrets
pour se concentrer sur des justifications ou des excuses, souvent au détriment des victimes. Prenons l'exemple de l'affaire Tonglé-Castellano. Ces deux jeunes femmes ont été victimes d'un viol brutal pendant plusieurs heures. L'une d'entre elles est même tombée enceinte d'un de ses agresseurs. Pourtant, la défense a tenté de les incriminer en suggérant que leur comportement, leur mode de vie libertaire, comme le fait qu'elles pratiqueraient le naturisme, les rendait partiellement responsables de ce qui leur est arrivé. C'est un schéma classique, malheureusement, dans la culture du viol, où l'on vient à minimiser la gravité de l'agression subie par les victimes. De même, dans l'affaire des viols de Mazan, où Gisèle Pelicot a été droguée, violée par plus de 50 hommes invités par son mari, certains essaient encore d'induire qu'il aurait été délicat pour ses agresseurs de savoir si elle n'avait pas consenti. Ce genre d'argument tente de dissocier les agresseurs de leurs actes en cherchant des excuses là où il ne devrait y avoir que des faits. Et ce qui est difficile à comprendre, c'est là très justement pour cette psyché, cet état d'esprit des agresseurs, surtout quand ils sont décrits comme des hommes ordinaires. On cherche ici à comprendre leur état d'esprit, souvent au détriment de la souffrance des victimes, qui, elle, est bien réelle, mais rarement mise en avant médiatiquement. Les victimes d'agressions sexuelles, en effet, souffrent de stress post-traumatique, au même titre que des victimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Elles peuvent vivre des années de douleur, de dépression, de tentatives de suicide et avoir du mal à reprendre une vie normale. Pourtant, une évolution vers un schéma de responsabilité objective est possible, à l'image de la règle du statutory rape, que l'on trouve d'ailleurs en France et également dans d'autres pays comme les États-Unis, où tout rapport sexuel avec une personne en dessous de l'âge de consentement est automatiquement considéré comme un viol, indépendamment de l'état d'esprit de l'agresseur, de sa capacité ou non à comprendre si la personne pouvait consentir à l'acte. Le mouvement MeToo a permis de faire émerger cette responsabilité objective au niveau social, en libérant la parole des femmes et en pointant du doigt les agresseurs sans attendre que la machine judiciaire ne s'enclenche. Malheureusement, en France, cette libération se heurte encore à une inertie du système, où les moyens économiques et judiciaires déployés ne suivent pas toujours la forte médiatisation de ces sujets depuis ces dernières années. Alors, une réforme juridique a inspiré justement cette approche plus factuelle, centrée sur la parole des victimes, permettrait de mieux protéger les victimes et de centrer le débat sur les victimes et non pas sur la perception de l'agresseur de ses propres actes. En conclusion, il faut comprendre que ces affaires mettent en lumière la continuité finalement de la culture du viol au travers des stratégies de défense qui minimisent les violences faites aux femmes. Maître Gisèle Halimi a joué un rôle majeur en France dans l'évolution justement du droit des femmes et plus récemment le mouvement MeToo d'un point de vue mondial a permis justement de mettre en exergue ces violences sexistes et d'aboutir à des procédures judiciaires avec des condamnations, mais les défis persistent. Les affaires modernes montrent qu'une réforme inspirée du droit civil, par exemple, avec ce système de responsabilité objective, pourrait permettre une meilleure protection des victimes en se concentrant sur la matérialité des faits, la parole des victimes, et plutôt que sur l'état d'esprit et l'intention des agresseurs.